Dans la salle de bien vouloir prendre place. J'ai le plaisir d'accueillir l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, représentée par M. Louis Plamondon, président, qui est au centre, c'est exact. Oui. M. Lucien Boivin, administrateur, qui est à droite, à ma droite, à gauche de M. Boivin. Mme Claire Duguay, à droite de M. Plamondon. Je vous souhaite la bienvenue. Comme pour l'autre groupe avant vous, vous allez avoir une quinzaine de minutes afin de faire votre exposé. Et par la suite, on va ouvrir sur une période d'échange entre les parlementaires et vous, durée de 45 minutes. Alors, sans plus tarder, M. Plamondon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la ministre. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées est un organisme à but non lucratif créé le 1er mai 1979 en vertu du chapitre 3 de la Loi des compagnies. Plus de 38 400 personnes sont membres de la QDR nationale et d'une section de la QDR. Il y en a 47 dans toutes les régions du Québec. Le mouvement de la QDR défend les droits collectifs de tous les aînés du Québec, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. L'association AQDR s'est donnée pour mission officielle la défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. Les activités sociopolitiques constituent les démarches fondamentales de l'association. Dans le cadre de ce mémoire, Monsieur le Président, je renvoie à l'annexe du rapport du coroner pour introduire notre sujet. On vous a soumis la documentation. Et là, on réfère pourquoi à ce document-là? Parce que, justement, ils mettent en cause une situation dans une résidence privée dans la région de Montréal. Et vous allez voir que tous les enjeux du projet de loi de la certification de sa réglementation sont en cause et justifient l'intervention de la ministre à ce sujet. Et d'entrée de jeu, je vous dis que nous trouvons que le projet déposé, le projet de réglementation, est sur une très bonne voie pour apporter des correctifs à la situation actuelle. Nous ferons des propositions pour en améliorer des aspects. Donc, exposer des cas de circonstances de ce décès, Mme Grotkovitch est depuis quelques années déjà, au moment de la saisie par le coroner du dossier, à l'air du temps dans le quartier Rosemont de Montréal, lorsque son état très détérioré l'oblige à être hospitalisé au CHUM le 14 janvier 2010. En septembre suivant, donc 9 mois plus tard, le bureau du coroner reçoit de notre association le signalement d'un décès qui n'avait pas été signalé, même si en fait il aurait dû l'être par l'hôpital le CHUM. Cette résidence privée certifiée est dirigée par Mme Dorméus depuis 2007. Elle offre 13 chambres simples et 2 doubles, dont 5 en sous-sol, à des personnes autonomes et semi-autonomes, et offre divers services de repas, d'assistance personnelle, on y reviendra, des soins d'hygiène, aide à l'alimentation, distribution de médicaments, aide domestique. Aucun soin infirmier n'y est donné et des infirmiers du centre local CLSC de Rosemont assurent les suivis nécessaires. Je tourne la page et vais au 4e paragraphe de la page suivante. Selon les dossiers du CLSC, le suivi infirmier par le CLSC du CSS Truesdale se fait auprès de Mme Brockovitz aux 3 mois ou selon l'appel. La dernière visite, une prise de sang, a été faite le 15 décembre 2009. Il n'y a dans les notes de l'infirmier aucune indication de présence de plaies ou d'inquiétude relativement à l'état général de la patiente. Le lendemain, le médecin l'examine et Mme Brockovitz va bien, selon les notes. Elle est lucide et sa tension est de 120 sur 70. Je vais au dernier paragraphe. Le 13 janvier, donc, un infirmier se rend à la résidence. Il constate que la patiente est amaigrie. Elle présente 17 plaies, main droite, jambe, ischion et hanche, et la chambre sent l'urine. Son ami préfère ne pas la transférer à l'hôpital par peur de traumatisme. Le 14 janvier, une autre infirmière note que certaines plaies sont nécrosées et qu'il y a une déformation de la main. Le dentier de la résidente présente des croûtes brunes. Elle s'alimente peu, mais l'infirmière ne voit pas des signes de déshydratation. Elle n'avait pas ses lunettes, probablement. Ses couches n'ont pas été changées souvent parce que la famille refuse de payer la note. Par ailleurs, l'infirmière souligne l'absence de surface thérapeutique sur le lit et le fauteuil et le fait que le milieu est non sécuritaire. Le propriétaire de la résidence soutient que les plaies sont apparues depuis 2 semaines seulement et qu'elle a fait voir Mme Brockovitz par des médecins lors de la visite de routine. Celle-ci aurait prescrit du Zincofax et des onguents antibiotiques. Il est noté par le coroner que
que je n'ai pas eu copie ni par le médecin, ni par la résidence ou la pharmacie de cette consultation et de ces ordonnances. La dernière ordonnance est datée du 3 décembre 2009 et correspond à notre dossier de médecin CLSC qui a su habituellement Mme Brockovitz était en vacances. Il renouvelle sans qu'il y ait examen clinique ses ordonnances. Pour ceux qui connaissent la loi là, de la pratique médicale, là, je vais commencer à stresser. Donc, je descends au 4e paragraphe de la même page. À l'examen, les médecins soulignent, à son arrivée à l'hôpital, de multiples plaies de pression, une odeur nauséabonde et des écoulements d'allure plus ou moins purulentes, au niveau surtout de l'épaule gauche et des membres inférieurs gauche. Il y a la présence de sel brûle de l'anus. Je vais au 7e paragraphe, 3 paragraphes plus loin. Le 26 mars, de fait, Mme Brockovitz est agonisante. Étant donné les multiples plaies et fractures diagnostiquées à son arrivée au CHUM, il est convenu que par le médecin traitant et le commissaire aux plaintes de l'établissement qu'un avis au coroner sera donné. Un dossier d'intervention est ouvert et une plainte est envoyée à l'Agence de la santé et des services sociaux. Le décès de la patiente est établi à 7h46 le 28 mars, mais le coroner ne sera pas appelé. L'avis du coroner sera fait en septembre suivant par notre organisation. Je note que selon l'article 170 de la loi du coroner, il s'agit d'une infraction pénale qui aurait dû être posée à l'endroit du médecin et de la commissaire aux plaintes. S'il y a des journalistes dans la salle, ça mérite quand même une enquête de savoir comment se fait que des gens qui prennent un engagement, qui signalent un événement comme ça à l'agence, aucune suite n'est donnée auprès du coroner. Il y a des plaintes pénales qui auraient dû être posées. J'apporte votre attention, monsieur, madame les députés, que selon nos informations de la bouche même de la coroner en chef, il n'y a jamais eu de plainte pénale de portée pour des gens qui n'avaient pas signalé au coroner alors qu'ils en avaient l'obligation. Impunité. Si vous allez aux recommandations de madame la coroner Rudel-Tessier dans ce dossier-là, elle signale « Je recommande que les propriétaires de résidences de n'accueillir que des personnes qui font l'objet d'une évaluation. » Le projet de loi là, enligne les choses, ça répond à nos interrogations, qui sont suffisamment autonomes pour les services qu'ils détiennent. Je note au niveau de l'Agence de santé que la coroner demande qu'elle s'assure que les dossiers des résidents sont tenus adéquatement. Le projet de loi en traite. Et je recommande enfin au ministère de la Santé de donner aux agences des services sociaux et aux centres de services de santé les moyens d'appliquer leurs lois. Quand même curieux que ce soit un coroner qui fasse ça. Donc, vous comprendrez notre inquiétude sur l'ensemble de l'état de la situation. Je laisserai à mon collègue, M. Boivin, la présentation du premier item. Dans notre rapport, on a 12 items. Évidemment, compte tenu des délais, on n'en traitera que 6. M. Boivin. Alors, bonjour à tous et à toutes. Très heureux d'être avec vous ce matin pour cet exercice. Alors, les commentaires et recommandations de la QDR par rapport à l'item 1 qui est les services minimums requis. Nous sommes étonnés et déçus du critère retenu, à savoir l'offre de 2 seuls services. Permet de rencontrer le critère d'appellation résidence pour personnes âgées. Alors que dans les catégories proposées, certaines sont aussi indispensables que le chauffage et le téléphone. Les services de sécurité sont décrits selon le projet de règlement comme la disponibilité 24 heures sur 7. Sur séjour d'un adulte de garde sur les lieux pouvant porter secours en cas d'urgence. Est-ce possible d'imaginer qu'une résidence n'ait pas ce service? On a offert par l'exploitant de la résidence, outre la location de chambres ou de logements, différents services compris dans au moins 2 des catégories de services suivants, définis par règlement. Services de repas, services d'assistance personnelle, soins infirmiers, services d'aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. La QDR croit que le statut de résidence devrait s'acquérir avec 3 services, ne comprenant pas la sécurité telle que proposée dans le règlement, afin de ne pas confondre la population à cause d'un écart trop grand entre les offres de services et de base. Le protecteur du citoyen et le bureau du coroner ont souvent mentionné l'importance que les résidences destinées à accueillir des aînés disposent de services de base pour garantir la sécurité des résidents, d'autant que la vulnérabilité et la fragilité s'en vont croissant chez les aînés dans ce type d'hébergement.
Reste la question des services minimums pour les résidences accueillant les personnes semi-autonomes qui ne devraient pas répondre. Et là, on parle on recommande que ces services-là, pour les semi-autonomes, d'au moins 4 des 5 services mentionnés dans l'avant-projet de règlement. De plus, quant à la mixité de la clientèle autonome et semi-autonome, la QDR recommande que dans ces résidences, le ratio maximum de personnes semi-autonomes soit de 25 des résidents. La QDR n'est nullement rassurée par l'addition à l'article 7 de l'alinéa suivant. Sont considérés offerts par l'exploitant d'une résidence pour personnes âgées les services offerts indirectement par celui-ci, notamment par l'intermédiaire d'une personne morale ou d'une société qu'il contrôle ou d'une autre ressource avec laquelle il a conclu une entente à cette fin. Comme le gouvernement peut-il croire qu'il réussira à faire respecter cette disposition, alors qu'il a été incapable en 4 ans de faire respecter les critères de certification par un grand nombre des résidences privées pour personnes âgées du Québec? Reste à voir quels seront les défis de droit posés aux résidents et aux familles quant aux litiges concernant la prestation de services rendus par des intermédiaires et facturés par l'établissement. La loi devrait affirmer que l'exploitant est garant des prestations de ces intermédiaires. Notons qu'une part très importante des plaintes concerne la qualité de la nourriture et la facturation des services autant que le logement. C'est madame. Allez-y, Madame Duguay. Bonjour, je suis Claire Duguay, je suis de la QDR de Rosemont et je suis membre du comité des communications de la QDR. Donc, je vais m'attarder à l'item 6, qui est l'évaluation des clientèles et facturation des services. Alors, la première recommandation que la QDR fait, c'est concernant la responsabilité du secteur public de procéder à l'évaluation des clientèles et elle devrait être faite par les structures publiques ou déléguées par elles à des ressources spécialisées sans affiliation avec les exploitants. Les exploitants se trouvent en conflit d'intérêts dans ce rôle primordial, ce qui ouvre la voie à la facturation de services supplémentaires. De nombreuses plaintes ont été reçues et des reportages médias ont bien documenté le phénomène d'abus financiers de nombreux exploitants par le moyen d'évaluations bidons et la facture injustifiée par les annexes au baux. Certains réseaux d'établissements facturent les ajouts de services à la minute tarifée, 39 sous la minute ou 23,40 $. Confier les litiges sur les services facturés en annexe au baux à la Régie du logement est une aberration, les régisseurs de la Régie du logement n'ayant aucune compétence sur ce sujet. Le projet de loi devrait confier les litiges, par exemple, aux commissaires régionaux, puisque ces litiges découleraient de l'évaluation faite par les CSS, tout litige sans appel possible aux frais des résidences quand ils sont abusifs. La QDR recommande une grille de facturation uniforme de toutes les prestations de soins ou services sur une base horaire, soit établie par règlement. L'offre de soins ou services doit être recommandée par les outils d'évaluation en lien avec celle-là. Cet enjeu de facturation de services et soins représente l'essentiel des litiges et plaintes de familles et la plus grande source d'exploitation des résidents. Les comités milieu de vie, c'est une dimension importante. On sait que les personnes aînées ont souvent de la difficulté à donner leur point de vue. Ils ont peur. C'est apparu beaucoup dans les témoignages. Donc, les comités de milieu de vie nous semblent une dimension très importante. La composition et la fonction des comités de milieu de vie doivent être établies par règlement et non pas laissées à l'initiative des exploitants. Il devrait y avoir uniformité des mandats de base et règles de désignation quant à la composition, y compris la participation des représentants des familles. Le cadre devrait s'inspirer des mandats des comités d'usagers. Des organismes d'aînés ou les CAP, centres d'aide d'accompagnement aux plaintes régionaux, pourraient accompagner les résidents dans la démarche de regroupement et de composition de la représentation et les règlements devraient le spécifier. Les agences devraient avoir mandat de garantir l'intégrité de la démarche et de la mise en œuvre. Les commissaires régionaux devraient avoir mandat concernant les litiges de mise en place. Rappelons que la QDR a démontré une expertise consolidée en matière d'implantation des comités de milieu de vie dans 6 régions dans le cadre de projets subventionnés par différents programmes.
La représentation des résidents et des familles est indispensable pour assurer la qualité et la continuité des services et prévenir les abus financiers et d'autorité ou toute forme de négligence. Alors, moi, je reviens avec les commentaires et recommandations de la QDR pour l'item numéro 8, qui est les mesures pénales. Les agences auront-elles les moyens juridiques et les ressources pour imposer ces sanctions dans la mesure où des coûts judiciaires pourraient y être associés? Les agences n'ont pas montré une volonté d'assumer un encadrement vigoureux dans le cadre de la certification. Il est donc peu crédible qu'elles puissent initier des procédures de sanctions pénales. La culture des services sociaux de conciliation et de partenariat est aux antipodes de la culture du droit pénal et cette proposition apparaît peu crédible si la responsabilité des sanctions n'est pas confiée à une autorité de sanction appropriée. Et si on regarde le cas de Mme Brekovic, nous avons devant nous des mesures pénales très bien écrites. Malheureusement, nous assistons à un manque flagrant de rigueur pour l'application. Alors, j'aurais terminé. Alors, merci. Je fais la petite remarque aussi, je l'ajoute sur le Très rapidement, parce que vous avez déjà dépassé un petit peu les 15 minutes, mais je vais vous laisser conclure rapidement sur une remarque. Sur les mesures pénales, je veux aussi noter qu'il y a un projet de désignation d'enquêteurs pour les résidences privées. Peut-être que ça pourrait être une attribution à l'endroit de ces enquêteurs-là plutôt que de les laisser aux agences. Merci. Alors, merci, M. Plamondon, M. Boivin, Mme Duguay, pour cette présentation. On va céder la parole maintenant à Mme la ministre déléguée aux services sociaux pour la période, le premier bloc d'échange avec le parti ministériel. Madame la ministre, vous avez la parole. Messieurs, Madame, je peux d'ores et déjà vous dire que votre mémoire est touffue. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'aurais quasiment envie de vous laisser peut-être quelques minutes pour que vous puissiez nous transmettre dans ces grandes lignes, en substance et en synthèse, les 6 autres points que vous n'avez pas eu le temps de nous présenter. Hein? Parce que, effectivement, le dernier élément sur lequel on voulait mettre l'accent, c'est l'élément 11, sur la loi et la recherche des causes et circonstances de décès. Nous, on a été étonnés, Monsieur le Président, on a été étonnés de voir que dans le projet de loi, l'amendement de la loi sur la question de la négligence, c'est tombé dans le cadre de votre commission. On croit indispensable que les recommandations qui ont été transmises au ministre de la Sécurité publique sur la violation de la charte par la loi du coroner n'ait pas fait l'objet d'une commission parlementaire spécifique. Nous, on est étonnés du silence du ministre de la Sécurité publique à ce sujet-là, parce que l'ajout, comme nous le disons, le projet de loi 16 qui propose d'ajouter la négligence comme cause obligatoire de signalement des décès au coroner n'aura que peu d'effet sur la sécurité des aînés, les négligents n'ayant pas une forte propension à s'auto-incriminer. Et même les négligents, vous l'avez vu dans la situation, là, même le CHUM, un médecin et un commissaire qui disent qu'ils vont signaler au coroner, ne le font pas, puis il règne un état d'impunité. Je pense que même la commission parlementaire, non seulement devrait entendre le ministre de la Sécurité publique, mais devrait entendre le coroner sur le fait que depuis 20 ans, il n'y a pas eu de sanction pénale à l'endroit des gens qui ont violé sa loi. Mais de Dieu, ça veut dire impunité, et les personnes âgées sont mortes de ça, du caractère du décès violent causé par des négligences. Il y a des gens qui sont morts de ça, il y a des gens qui ont eu connaissance de ça, qui commettaient des infractions, puis il n'y a pas eu de mesures pénales à leur endroit. Donc, c'est pour ça qu'on était inquiet du fait que qui va donner des mesures pénales si le bureau du coroner n'exerce même pas son pouvoir, et on l'a appris du coroner en chef lui-même, là. Vous ne trouverez pas, d'après ce que nous a dit, elle n'a jamais appliqué de mesures pénales concernant sa loi, donc elle s'est autorisée à l'impunité concernant le non-signalement des décès obligatoires. Nous, on pense qu'une commission sur les recommandations, la Commission des droits de la personne a constaté que la loi du coroner violait la Charte des droits. Mais sauf mon respect pour l'opinion contraire, si on ne modifie pas la loi, l'Assemblée nationale permettrait que se perpétue une violation à la Charte des droits de la personne contre les personnes âgées en permettant que la mort évitable ne leur soit pas signalée. C'est incroyable qu'en 2011, on autorise une chose pareille. Donc, on recommande à QDR la convocation de la commission parlementaire responsable des institutions, c'est pour la sécurité publique, c'est le cas, et de convoquer le coroner en chef pour expliquer son laxisme dans l'application de sa loi. Merci, M. Plamondon. Madame la ministre. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre mémoire qui nous intéressent, évidemment.
Je vais juste me replacer, si vous permettez, Monsieur le Président. Allons, si vous voulez, à la certification temporaire en page 7. Monsieur Plamondon, je ne sais pas si c'est vous qui allez répondre, mais en page 7, on s'intéresse à la certification temporaire. Et ce que vous dites, c'est que l'attestation temporaire devrait s'appliquer uniquement aux nouvelles résidences de personnes âgées qui seront mises en opération après l'adoption des modifications des diverses dispositions législatives. J'aimerais ça avoir, puisque je vous ai en face de moi, c'est quoi la compréhension que vous avez de l'attestation temporaire ce matin? M. Plamondon. Oui. Nous, on a compris là, que nous, on est favorable à l'introduction de cette mesure-là, dans la même mesure que nos collègues qui nous ont précédés, que, évidemment, qu'il y a une vérification faite, qu'on ne s'appuie pas seulement sur les documents. On pense que c'est une mesure favorable pour développer les ressources. Nous, on est favorable au développement des résidences pour personnes âgées. Hein? On n'est pas hostile du tout aux résidences privées, mais on veut qu'il y ait un contrôle de la société sur le développement de ces ressources. Donc, oui à la certification temporaire, mais là, on se dit que les résidences qui n'ont pas obtenu la certification en 4 ans, on ne voudrait pas qu'ils rentrent par cette porte-là pour corriger leur négligence dans les années antérieures. Ceux qui n'ont pas passé le test pendant les 4 dernières années, il ne faudrait pas qu'ils rentrent par la porte de la certification temporaire. Écoutez, à un moment donné, il faut accepter de faire le ménage. Je sais le défi que pose, nous savons tous le défi, nos sections en savent quelque chose, les fermetures de résidences qui ne sont pas aux normes, on fait quoi avec les personnes? Ça pose cette question-là. Vous l'avez dans la question des révocations de certification, on en a traité à l'item 4, nous. Mais c'est le même enjeu. Hein? Révoquer ou ne pas attribuer, c'est la même chose. Donc, Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve a dit qu'il restait encore 5000 résidents qui vivent dans des résidences non certifiées. Est-ce que tous... dans la Montréal, oui. Bon, mais est-ce que celles-là auront le jackpot de la certification temporaire? J'espère que non. S'il y en a qui le méritent, il faudrait que ça soit fait vraiment au mérite pour être sûr qu'on ne remet pas dans le marché des gens qui ne devraient pas y être. Madame la ministre. Je vais vous rassurer, il n'y a pas de certification au rabais au Québec. Il y a quand même 86 des résidences qui le sont certifiées et toutes les résidences, selon l'information dont je dispose ce matin, toutes les résidences personnes âgées au Québec ont été visitées par des services incendies. Donc, sur toute la question incendie, par exemple, qui préoccupe beaucoup les gens, il n'y a pas personne qui est en danger. Actuellement, je peux vous dire aussi que la certification au rabais, il ne s'en fait pas, mais aussi la certification, il s'en retire. Là. Seulement au niveau de la dernière année, M. Plamondon, de mémoire de femmes, c'est 13 situations, 13 cas où le ministère a dit « tu ne réponds plus, il n'y a plus de réponse au bout du fil, là. On te retire ta certification, c'est arrivé ». Et je ne donnerai pas les détails, mais je peux vous dire que c'est arrivé tout ça. Merci pour cette précision que vous nous apportez avec la certification temporaire. J'étais surprise que dans votre mémoire, à moins que j'ai eu la berlue, mais ça n'arrive pas trop souvent, que vous n'êtes pas avancé sur un chiffre au niveau du seuil. M. Plamondon. On l'a abordé? Oui, abordé, mais chiffré. En fait, nous, on l'a abordé sur le critère de l'évaluation autonome, semi-autonome. Nous, on est plus préoccupés qu'une distinction plus nette soit faite entre le nombre de services obligés pour les clientèles autonomes et semi-autonomes. Je fais remarquer, Madame la ministre, dans le dossier Brockovich, là, c'est épouvantable, elle était certifiée, cette résidence-là. Semi-autonome et autonome, avez-vous le supposé service qui était supposé d'avoir là, puis avez-vous l'État... Hey, pour finir en tuer, là. Bien, franchement, elle était certifiée. Donc, nous, on croit que la rigueur doit être installée pour les critères de... On est enchanté que vous introduisiez des modèles d'évaluation. Bravo, ça, c'est fondamental. La conséquence de ça, il faut que les services soient cohérents. Mais on pense que pour les clientèles semi-autonomes, là, c'est là que les critères de service doivent être conséquents. On a, disons, parlé d'une liste uniforme au Québec pour les services. Puis après ça, évidemment que ça suive, parce que vous ne pouvez pas dire que vous donnez ces services-là sans que les préposés, les clients, tout suivent. Là. Le ratio va s'imposer de lui-même du fait des conséquences de l'évaluation. Donc, il était difficile pour nous, vous avez même dans votre projet de... Le projet de règlement ne le spécifie pas parce que c'est dur à établir. Comme l'ont dit nos collègues antérieurement, le ratio va dépendre des évaluations de clientèle.
Monsieur Plamondon, Madame la ministre, il reste le temps pour un petit commentaire, puis après ça, on doit aller de l'autre côté. C'est vrai que c'est dur à établir. À date, j'ai pas vu grand monde qui s'est avancé et s'est étiré le cou pour nous donner des chiffres sur à quoi devrait ressembler un ratio pour de l'autonome ou du semi-autonome. Je veux juste vous rassurer, Monsieur Plamondon, aussi, on parle de relocalisation parce qu'il est question de révocation aussi, de certification et ça. Dans tous les cas où on a eu connaissance de fermeture de résidence par le public parce qu'on considérait que les services qui étaient rendus n'atteignaient pas le niveau de qualité souhaité, il n'y a jamais eu de souci au niveau de la relocalisation. Alors, au moment où on se parle, pour nous, ce matin, c'est pas un enjeu. C'est toujours une préoccupation, on s'entend, mais c'est pas un enjeu majeur. Puis je voulais peut-être vous rassurer là-dessus. Merci, Madame la ministre, là-dessus. Merci. Je vais aller de l'autre côté. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Monsieur le Président. Alors, bienvenue, messieurs, madame. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Vous avez abordé quelque chose pour lequel j'ai vraiment une question. Une résidence qui se voit retirer sa certification, elle n'est pas nécessairement fermée pour autant, si je comprends bien. Je dois vraiment aller. Vous pourriez poser la question. Je crois que oui. Là. Je crois que si vous avez, dans le projet de loi actuel, la situation change, puisqu'il y a un chapitre qui n'était pas présent, qui est présent maintenant, qui est la révocation. Donc, oui, si vous perdez votre certification, Mme la ministre me corrigera. Nous, on a interprété, c'est positif, c'est un gain, là. C'est les procédures de révocation de la certification entraînent la fermeture de la résidence. Il y a même une procédure de prévue pour la relocalisation des résidents et il y a même une procédure de prévue pour les frais inhérents au fardeau des agences pour la relocalisation. Je ferai la nuance cependant qu'il n'est pas abordé dans le projet de loi la question de la fermeture comme on a vécu à Monaco, Maestro Monaco dans l'île Saint-Laurent, Dixon à Montréal puis Saint-Aubert à Québec, où là, il y a un changement d'orientation, un changement de mission puis une fermeture. Que là, les obligations ne sont pas claires sur qui va assumer quoi. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Mais pour faire suite à ce qui s'est dit avec le conseil d'agrément tout à l'heure sur la recommandation que lorsqu'il y a un changement de propriétaire ou d'exploitant, on doit recommencer ou en tout cas, il devrait y avoir des mesures de transition. Alors, je fais une boucle avec les deux. Si je perds mon certificat, je vends ma résidence, je dois recommencer le processus selon les critères du projet de loi. Comment vous voyez ça, là? Parce que ce que le conseil d'agrément venait nous dire, c'est dès qu'il y a un changement d'exploitant, on doit recommencer l'ensemble du processus. Monsieur Plamondon. C'est ce que c'était bien. Monsieur Boivin. Alors, moi, je considère que cette approche-là, elle est très, très bienvenue, dans le sens que là, on va pouvoir faire le ménage, on va pouvoir replacer la structure de base et assurer la qualité pour la nouvelle génération qui va peut-être s'intégrer dans ce domaine-là, dans cette nouvelle résidence. C'est un gros plus. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Un gros plus. Un gros. L'évaluation des clientèles, le ministre a posé la question. Moi aussi, ça me préoccupe. Vous souhaitez que l'évaluation soit faite par les services publics. Comment vous voyez ça? Parce que, effectivement, lorsque la clientèle passe par le biais du CLSC en général, qui va faire l'évaluation de la personne, effectivement, ça donne lieu. Mais les personnes qui sont entre autonomes et semi-autonomes ne passent pas nécessairement par ce filet-là. Donc, votre recommandation, c'est que l'ensemble des personnes puissent être évaluées par les services sociaux? Monsieur Plamondon. Oui, l'interprétation qu'on a du projet de loi et des règlements, c'est que l'exploitant doit procéder à une évaluation des clientèles selon les deux outils, Prisma 7 et le SMAF, qui sont maîtrisés actuellement par l'ensemble des réseaux qu'on appelle outils multiclientèle aussi, là, qui sont maîtrisés par les différents CSS, CLSC. D'accord? Alors, il doit procéder à l'évaluation pour offrir le service de résidence pour personne, pour établir quel service. Donc, c'est prévu par la loi et c'est prévu par les règlements dans quelle mesure et découlant de quoi. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que pour éviter des conflits d'intérêts, soit c'est le réseau public qui le fait, soit parce que même dans le réseau public, il y a des travailleurs sociaux indépendants qui rendent le service d'évaluation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne doit pas être l'exploitant lui-même qui passe, surtout que certains exploitants, on l'a vu tout à l'heure, là,
des petites unités qui ne maîtrisent pas les contenus, qui n'ont pas d'habilité ou formation. Ça demande une certaine expertise, ces outils-là. Là. Donc, on demande que les exploitants soient soumis à l'obligation de s'adresser à une structure compétente pour passer les évaluations. J'ai bien compris, Mme la ministre me corrigera, que l'évaluation est obligatoire. SMAF et... Pardon? Merci, M. Plamondon. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Pardon? En page 13, vous nous parlez d'une facturation uniforme. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse aller un petit peu plus loin là-dedans, là, parce qu'on voit toutes les histoires d'horreur actuellement. Là, il y a des contrats de bail qui n'en finissent plus. Quand vous me parlez là, des taux à 39 sous la minute, etc., qu'est-ce que vous voyez comme une grille de facturation? Madame Duguay. Excusez, un peu comme on voit, je ne sais pas, vous allez dans un bureau de médecin, vous avez une grille de facturation qui indique que pour avoir un certificat de travail, c'est tant, etc. Le témoignage des résidences ou des personnes qui sont venues nous parler rendent compte que, d'une part, la facturation arrive souvent après coup. L'exemple d'une résidence, par exemple, qui a décidé de charger après 150 $ pour les loisirs, c'était vraiment inattendu. Donc, il y a deux dimensions dans votre question. D'abord, que la facturation soit claire quand le bail est signé, puis que les services soient rendus, que ça soit clair que pour tel problème que j'ai, c'est tel service, et que ensuite les taux soient clairs aussi. Ce qu'on a découvert à travers une même région, c'est que les taux vont varier d'une résidence à l'autre. Et on pense que ce serait important que dans une même région, parce qu'il qu'il y ait une facturation uniforme, que la coiffeuse, ça coûte tant, les services, bon, etc., et que ça soit clair. Et c'est ce que les gens trouvent. Ils savent pas. Ils reçoivent, à un moment donné, des comptes, ils ont une facturation. Il y a une différence de facturation d'une personne à une autre dans un même établissement. Alors, quelque chose qui fonctionne pas, là. Donc, il devrait y avoir une uniformité des coûts. Complément de réponse, M. Boivin. Moi, j'aurais voulu vous dire aussi que ces gens-là sont très fragiles à l'effet que lorsqu'ils voient arriver une facturation sur un nouvel item, ils signent automatiquement. La peur est installée, on signe. Alors, c'est pour ça que le monde un peu des résidences est un peu, comment je dirais ça, c'est assez agressif par rapport à mais pas nécessairement, mais c'est fait d'une façon que la personne ne refuse pas de signer, de peur de perdre ou de peur de ne pas faire comme les autres. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Madame Duguay, vous avez un complément? Je voulais juste rajouter en complément de votre question une dimension qui apparaît peut-être plus secondaire, mais c'est toute la question de la représentation dans les comités de milieu de vie. Ce qu'on a découvert à travers les tournées régionales, c'est que les gens ont beaucoup de choses à dire. Ils ont beaucoup de choses à... Bon, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire au bon endroit. Même, ils ont peur de faire des plaintes. Et on pense que l'accent mis sur les comités de milieu de vie, avec un bon encadrement, un bon apprentissage, parce qu'on n'apprend pas non plus la démocratie du jour au lendemain, c'est un instrument qui permettrait de répondre peut-être à ce que les personnes précédentes ont dit. Ça nous permettrait aussi de mesurer la satisfaction réelle des clientèles. C'est quand même aberrant que celles et ceux qui reçoivent des services, on n'évalue jamais leur satisfaction. C'est quand même l'élément clé de la qualité d'un service, c'est comment je me sens à l'intérieur de ça. Et je trouve que cette dimension-là devrait vraiment être importante parce qu'elle permet de donner une parole libre à des gens qui ont peur. Ils ont peur de perdre leur place. Ils ont peur, bon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas vraiment facile. Ils se sentent fragilisés. Donc, je trouve que toute cette question de la facturation des milieux, en tout cas, il y a quelque chose là qui est à développer et qui est peut-être pas mis assez en évidence, à mon avis, dans le projet. On le mentionne, mais voilà. M. Boivin, il reste 30 secondes, allez-y. Par le biais de notre programme aussi, SOS à vue, nous avons fait le tour des établissements et tout ça. Ça nous a permis, comme Mme Duguay mentionne, d'être très près de l'action. Alors, c'est là qu'on a découvert beaucoup de choses aussi, là. Un exemple, on s'informait dans une résidence que j'ai visitée moi-même, où j'ai donné la formation,
qu'une fois par année, on s'informait si la nourriture est à leur goût, on s'informait si les loisirs. Alors, pensez-y. Alors, dès que le SES Abus est arrivé dans les maisons, les résidences, et dès que la QDR a fait sa présence, c'est officiel que des gens, à date, se sentent un petit peu plus étroits par rapport à ce qui s'en vient, parce qu'on a aussi fait la fraude, on a fait aussi des abus et tout ça. En conclusion, M. Boivin. Alors, on considère qu'officiellement, on est en démarche pour aller chercher le maximum d'informations. Merci, M. Boivin. Sur ce, je vais aller de l'autre côté, au groupe ministériel, et je vais céder la parole à Mme la ministre déléguée aux services sociaux. Vous avez la parole, Mme la ministre. Merci beaucoup. Sur la satisfaction des résidents, vous avez raison. Il faut se questionner là-dessus, puis il faut se préoccuper de ça. Puis, au premier chef, c'est les premières personnes pour lesquelles on travaille actuellement. Et moi, je peux vous dire qu'avec un groupe bien connu au Québec, nous sommes en démarche justement pour élaborer une solution dans ce sens-là. Alors, c'est vous dire à quel point on est vraiment sensibilisé sur cette question-là et qu'on devrait très, très, très bientôt être en mesure de rendre publique cette information-là. Alors, je pense que ça va répondre à un certain nombre des questionnements de questions que vous avez. Moi, j'aimerais ça revenir à la page 13 de votre mémoire concernant les services facturés en annexe des baux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi de dire que déjà d'imposer qu'il y ait signature d'un bail entre deux parties, c'était déjà une avancée intéressante et importante. On évite ainsi que des surprises surviennent en cours d'année, puis que des gens, sans trop scrupules, décident qu'on ajoute un service, puis on ajoute des prix, puis qu'on change les prix, puis ça, on évite ça. Parce que c'est au bail, puis c'est à l'annexe, puis l'annexe fait partie du bail, puis on a un bail. On demande dorénavant qu'un bail spécifique pour les personnes aînées soit utilisé, etc. Donc, il y a un contexte, là. Puis on apporte un certain nombre de mesures, je pense, qui viennent augmenter la sécurité des personnes aînées. Maintenant, moi, Mme Castonguay, d'y aller avec une grille, Duguay, pardon. Je voyais que je faisais une erreur, juste à votre visage. Pour moi, je ne l'ai pas appelé du bon. Pardonnez-moi, madame. D'y aller avec une grille tarifaire à peu près semblable, sinon semblable, sur un territoire. Il n'y a qu'un pas à franchir maintenant, après ça, que ce soit à la grandeur du Québec. Monsieur Boivin, quand vous dites, là, j'ai l'impression d'entendre un petit peu d'âgisme. Je ne veux pas dire que vous faites ça, là, mais que les gens ne sont pas en mesure de comprendre, ne sont pas en mesure de juger. Là, je veux juste qu'on fasse attention. Là. Moi, je veux bien qu'on aille, puis qu'on protège, puis qu'on augmente la sécurité, mais en même temps, ma mère, moi, qui a 74 ans, est capable de juger d'un très grand nombre de choses, puis elle me remet à ma place encore aujourd'hui à 44 ans, puis je peux vous dire qu'on l'écoute. Mais on comprend que l'âge est là, mais je veux juste qu'on fasse très attention à ça. Là. Et je pense que nos personnes aînées, qui peuvent être aidées aussi par leurs enfants, puis par leur entourage, leur mari ou leur femme, sont capables aussi de faire des démarches parce qu'on est dans un libre marché. Puis c'est ça la réalité, le contexte, c'est comme ça. Voulez-vous vraiment que l'ensemble que tous les prix partout soient semblables? Est-ce que c'est ça votre visée? Est-ce que c'est ça que vous recherchez? Ou si, effectivement, les gens affichent leur service, affichent leur prix, soient clairs, nets et précis, Mme Duguay, comme vous l'évoquez, puis moi je suis tout à fait d'accord avec vous, mais de là à dire que partout ailleurs au Québec, ça va être la même affaire partout, là, je ne sais pas. Je vous pose la question, je suis un peu étonnée. Répondez-moi là-dessus. Merci, Mme la ministre. M. Plamondon. Bien, là-dessus, nous, c'est sûr qu'on veut une liste uniforme de services. Maintenant, écoutez, sur les prix en différentes régions, je pense que ça peut varier, mais au moins que les gens savent que s'ils veulent avoir des services, quel prix vont payer, que la liste des prix pour une résidence donnée soit affichée. Là, de demander une liste uniforme, c'est qu'on disait de la liste uniforme, c'est que les services décrits dans le projet de règlement, là, bien, qu'ils soient des sous-services, hein, parce que le lavage des cheveux, un bain complet, etc., que les services rendus soient identifiés et puis le montant que les gens devront payer soit indiqué. Pour que les gens comprennent qu'au bout de la ligne, ils vont avoir une facture identifiable. Je rappelle, sur tout mon respect, Mme la ministre, que l'âge moyen dans les résidences, c'est 84 ans. Hein?
83, 82, beaucoup de fragilité, puis un déséquilibre de pouvoir. Nous, là, en Géronto, ce qu'on dit, là, dans le rapport aux personnes âgées, on ne fait pas d'âgisme, mais si on tient compte d'un déséquilibre de pouvoir, surtout que dans l'hébergement, les gens savent qu'ils ne pourront pas vraiment changer d'endroit. J'ai géré moi-même l'expulsion des gens à Monaco, Maestro, à Montréal, là, c'était tous des gens très fragilisés, des gens vulnérables. D'accord? Puis le déséquilibre de pouvoir était total. Je pense à Mme la députée de Gatineau, là, quand la faillite, pas d'ascenseur, puis que j'imagine le climat de panique dans un édifice comparable. Là. Donc, les gens sont capables, oui, de donner encore des leçons à leurs filles de 40 ans, là, c'est pas gênant. Mais faire face aux propriétaires, c'est autre chose. Oui, Mme Duguay. Moi aussi, je voulais dire, ma mère était probablement comme votre mère, je l'appelais la générale en chef des armées. Mais j'ai été quand même très surpris à travers les petites rencontres que j'ai faites de voir comment cette question de facturation de services, même par des gens qui avaient encore une certaine lucidité, était la source d'un très grand stress. Et c'est ça, c'est étonnant. Dès qu'ils reçoivent leur facture, ça crée un stress. Ils ne savent pas trop pourquoi. Même pour des gens qui sont lucides et armés et combatifs. Mais il y a une part, j'ai été étonnée de voir la part que les gens avaient de perdre leur place. Moi, j'ai été estomaquée. Alors donc, c'est pour ça que je trouve qu'il faut trouver, c'est peut-être dans le règlement, une façon de faire où c'est clair pour les gens. Que les services soient clairs, que le type de facturation soit clair, que le prix soit clair. Bon, puis c'est sûr qu'il peut y avoir une divergence, je sais pas, là, mais en tout cas, que ça soit clair pour les gens, qu'il n'y ait pas de surprise. Mais ça crée un état de panique réel et beaucoup plus grand que moi, je pensais. Parce que moi, je pensais à mon âge, j'ai 65 ans, que je me laisserais pas faire. Mais c'est pas ça que j'ai rencontré. Merci, Mme Duguay. Madame la ministre. Il me reste combien de temps, monsieur C'est environ 3 minutes, Madame la ministre. le président? Bon. Globalement, monsieur Plamondon, Mme Duguay, monsieur Boivin, je pense qu'on a devant nous des pièces maîtresses, des éléments forts, c'est costaud. Bon, puis il y a de l'amélioration à apporter, j'en suis bien consciente. Mais si je vous demande ce matin, globalement, là, est-ce qu'on est au bon endroit? Est-ce qu'on est sur les bons enjeux et les bonnes cibles? Monsieur Plamondon. Bien, certainement. Hein. Oui. Les questions clés qui faisaient défaut dans la première période de certification sont sur la table. Oui, je corrige hein, à propos de l'évaluation, que ce sont pour les résidents semi-autonomes que l'évaluation doit être faite. Mais vous voyez, il y a quand même la question pour les autonomes de dire il y a des services qui vont être exigés. Tu sais, à partir de quel moment on va passer la frontière semi-autonome-autonome? Nous, il y a une ambiguïté, là. Le SMART va-tu nous permettre? Puis à quel moment le SMART va être exigé? Pourquoi on ne fait pas une évaluation complète? Les personnes âgées, parce que l'âge d'arrivée dans un contexte de crise en général, dans une résidence, c'est 77, 78 ans. Il y a des conditions pourquoi, tu sais, on fait des tests de santé pour savoir si on va bien. Oui. Pourquoi on ne fait pas une évaluation des besoins de soins, de services, de façon indépendante pour tout le monde qui arrive en résidence? Ouais, quelle misère ça nous comporte? Non, mais ça ne cause pas de misère. Madame la ministre. Ce sont un élément qu'on s'est posé. Honnêtement, on s'y est penché. Puis, évidemment, tout est ouvert sur la table aujourd'hui, là, mais ce qu'on a comme information, c'est que si on imposait cette évaluation-là à nos personnes aînées, ça irait contre la Charte des droits. Parce que c'est comme le consentement aux soins. C'est l'information brute que j'ai, là, que je vous livre ce matin. Je suis en grande transparence. Là. Alors, c'est la raison pour laquelle nous ne l'imposons pas. Évidemment, le SMAF, il vient en continuité avec le Prisma 7. Là. Fait que ça, tu commences pas par le deuxième, tu commences par le premier. Puis si, effectivement, il y a tu vois, une petite perte d'autonomie, tu passes au second. Mais c'est la question de la Charte des droits, puis de l'autonomie, puis du consentement. Mais il y a l'obligation de l'offrir, par exemple. Il peut y consentir. Il reste plus grand temps, M. Plamondon. Je vois M. Plamondon, je vois Mme Duguay. Il reste plus grand temps, alors je vais vous demander de faire des commentaires précis. Ben, M. Plamondon. Je répète ce que je viens de dire. J'ai dit que le consentement est requis de toute façon. L'imposer, c'est dans le sens qu'elle fait partie des moyens pris pour l'accueil puis la détermination de l'offre de service. Si la madame a dit « j'ai pas besoin d'évaluation, je veux le service ». Oh oui, mais c'est ça. Mais il y a l'obligation pour le propriétaire de le proposer.
Merci. On s'entend. Merci, Oui. Madame la ministre. Je vais entendre Madame Duguay rapidement, puis après ça, je vais aller de l'autre côté. Sur l'intention de votre projet de loi, que je trouve qu'il y a plein de belles intentions. Mais la question que je me suis posée, c'est qui va se charger de faire en sorte que toutes ces recommandations-là fonctionnent? On l'a vu dans le cas du coroner, le fait de recommandations, ça n'a pas été retenu. Il y a toutes sortes de recommandations qui ont été faites. Qui va s'assurer du fait que le contrôle va être effectivement réel et que toutes ces recommandations-là vont se traduire par une amélioration de la qualité des services à nos aînés? En conclusion, Madame Duguay, s'il vous plaît. C'est tout Ça ce va. que je voulais dire. Merci, Madame Duguay. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Juste un questionnement, là, parce que il y a quelque chose qui me travaille là, dans ce qu'on vient de dire. Si je comprends bien, dans une résidence semi-autonome, la personne pourrait refuser d'être évaluée. Mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que pour être dans une résidence semi-autonome, il faut évaluer les besoins de cette personne-là. Donc, comment on peut refuser d'être évalué si on veut justifier qu'on a le besoin d'être en semi-autonome? Là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Moi, là, je ne comprends pas. Là. Mais si on veut réclamer des services en fonction, excusez-moi, si on veut réclamer des services, si on croit que cette personne-là doit aller en semi-autonome, il faut que quelqu'un évalue le besoin de la personne en quelque part. Sinon, je ne décide pas de moi-même à matin que je m'en vais en semi-autonome. Je n'ai pas la capacité moi-même. Je comprends, mais je on n'a préférais, pas le droit des je échanges. préférais que Madame la députée pose la question, qu'on ait le point de vue des personnes qui sont devant nous et par la suite, peut-être à une suspension, les parlementaires pourront échanger entre eux. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais avoir votre compréhension là, de cette non-obligation à l'évaluation pour avoir accès au semi-autonome. Je veux juste qu'on me situe ça. Là. Merci, Madame la députée. l'article. Monsieur Plamondon. Ça m'est adressé, Monsieur le Président? Oui, Oui. c'est à vous. À l'article 66, c'est indiqué que l'exploitant d'une résidence de personnes âgées semi-autonome doit, avant la conclusion d'un bail pour une personne âgée, lui proposer de procéder à son évaluation à l'aide de l'outil d'identification des personnes en perte d'autonomie, Prisma 7. Donc, il ne peut pas la forcer, mais pour avoir accès, il doit remplir. Donc, c'est normal, je crois, dans une société libre et démocratique, que les personnes consentent à l'évaluation. Le seul cas où c'est, disons, différent un peu, là, c'est l'évaluation pour l'inaptitude et l'aptitude s'il y a une requête au tribunal. Autrement, vous devez consentir, là, parce que c'est une prestation. Mais la personne sait très bien qu'elle n'a pas être, elle doit consentir, puisque pour l'obtention des services, ça nous prend l'évaluation. Mais elle doit consentir. Autrement, elle refuse le service. Donc, c'est ça. Donc, l'exploitant ne pourrait pas admettre quelqu'un qui n'a pas été évalué. Mais ça, je veux juste en être sûr, là. Alors, OK. je voudrais avoir votre réponse. Je voudrais avoir votre réponse à vous, là. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve, Monsieur Plamondon. Je ne crois pas qu'elle pourrait recevoir des services de semi-autonome sans l'évaluation. C'est la même chose. Donc, elle ne pourra pas recevoir des services pour lesquels elle n'a pas été évaluée. Donc, elle ne devrait pas être admise Forcément. dans une ressource semi-autonome Forcément. si elle n'a pas été évaluée. Je ne vois pas l'idée d'un propriétaire intervenant d'hébergement semi-autonome d'accueillir des gens qui n'ont pas été évalués. Je ne vois pas son intérêt, même financier. Parce qu'il se trouverait à mettre à disposition des services qui ne sont pas utilisés. C'est ça. Je pense que c'est rarissime. Je pense que c'est un faux problème tel qu'il est posé actuellement. Là. Je crois que ça sera rarissime. Je recommanderais à la famille de cette personne âgée-là de faire évaluer psychogériatriquement sa mère. Il y aurait besoin de l'amener parce qu'elle a besoin d'aide. Là. Alors, OK. OK. Je vais juste rappeler tout le monde à l'ordre. Je comprends qu'il y a des choses intéressantes que M. Plamondon est en train de dire, mais on va limiter la parole à ceux qui ont la parole. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. Je reviendrai sur tout le débat sur le bail en tant que tel, le fait d'amener un bail. Un bail, ça ne règle pas la situation de Monaco. Un bail, ça ne règle pas la situation de l'ascenseur de madame. Puis un bail, alors, qu'est-ce que ça va régler finalement? M. Plamondon.
sauf respect pour l'opinion contraire, un bail, même à Monaco, ça a été utile, là, parce que ça ouvre des recours. Un bail donne droit à des recours qui sont peu onéreux. Bon, dans le cas de Monaco, on ne peut pas dire ça, là, en frais d'avocat, mais pour des raisons particulières. Un bail, là, c'est élémentaire, c'est le lien contractuel à propos d'un service de logement et d'un de service. Nous, notre problème par rapport au bail, les annexes au baux concernant les services, c'est l'habilité des régisseurs à interpréter les besoins de service. Est-ce qu'ils vont avoir un briefing sur le SMAF et le Prisma 7? J'en ai aucune idée. Puis il y a quand même l'ambiguïté pour ceux qui ne sont pas dans les qui sont des résidents ordinaires qui vont avoir acheté des services. Les retraités, 84 ans d'âge moyen, même dans le cas de Monaco, heureusement, l'article 33 de la Régie du logement nous permettait de faire intervenir un seul locataire, donc puis le jugement va bénéficier, 26 septembre, comparution, à tous les résidents. D'accord? Mais ça, c'est pour les évictions. Le reste, non, c'est un à la fois, prenez votre tour. Donc, pour les personnes âgées, allez à la régie. Pour la question de la facturation des services, moi, je trouve que c'est pas adéquat pour cette population-là, mais pas du tout. Et puis, les régisseurs sont vraiment inconfortables de prendre une décision pour apprécier si une facturation, d'où l'importance d'une liste avec des prix, où au moins les régisseurs vont dire le prix est affiché, c'est ce prix-là, vous ne pouvez pas surfacturer. L'histoire de la facturation à la seconde, là, écoutez, c'est le coût du cellulaire, puis même le cellulaire, on trouve ça pénible. Imaginez l'aide à l'alimentation facturée à la minute, là, franchement. Merci, M. Plamondon. Madame la députée de Hochelaga-Maisonneuve. On a vu dans l'actualité, la semaine passée, un incendie dans une résidence à Waterloo qui est survenu. Et c'est les pompiers qui ont assuré, je dirais, la permanence en tant que telle. Et le fait qu'il n'y avait pas de génératrice sur place a causé toutes sortes de problématiques. Et on dit, bien qu'elle était certifiée, cette résidence-là, il n'y avait pas de génératrice sur place et ça causait, entre autres, des problèmes à quelqu'un qui avait besoin d'oxygénothérapie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? M. Plamondon. Écoutez, c'est la même situation que vous avez eue dans le rapport du coroner. Écoutez, une résidence qui accueille des gens semi-autonomes, qui annoncent des services qu'elle n'offre pas, là, y compris le dentier qui était croûté. Là. Le dentier qui était croûté. Bon, ben là, écoutez, là, pourtant, c'est comme pour moi, c'est comme la génératrice, ça, c'est le même problème, c'est la difficulté, comme l'a dit Mme Duguay tout à l'heure, de faire que les obligations prescrites sont respectées. Ah, ben, nos collègues qui nous ont précédés ont soulevé la même question, de dire que on peut faire sur papier, puis lors d'une visite apparaître conforme, mais dans les faits ne pas l'être. La résidence qui a tué la dame Brockovitz était certifiée. Puis l'agence là-dedans est allée faire de la formation suite au signalement de l'hôpital du CHUM, là, qui n'a pas fait, lui, son signalement au coroner. On est dans une histoire de dingue, là. OK? Tout le monde passe à côté, personne ne remplit ses obligations. Bien, qu'est-ce que vous voulez? Normalement, cette résidence-là n'avait pas besoin de formation, on aurait d'une fermeture. Écoutez, franchement, quand on est rendu à tuer les gens. Donc, les gens qui mettent en danger des populations, comme dans ce cas-ci, là, si l'absence de génératrice aurait dû être présente et n'est pas conforme, là, il va falloir montrer des dents. Puis on attend les 28 enquêteurs qui vont, j'imagine, avoir des dents, pas des dentiers. Merci. Merci, M. Plamondon. Je vais donner la parole à Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve juste pour une minute qui reste. Juste vous inviter, vous avez la liberté d'expression totale. Il faut être prudent avec certaines paroles. Je parle de votre dernière remarque. Vous savez c'est laquelle. Alors, juste vous invite à la prudence. Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve, une minute. Alors, je voulais juste un petit extrait là, sur ce qui est survenu à Place Primevert. Là. Si un des résidents utilise un appareil médical, dont, entre autres, des bouteilles d'oxygène, c'est sa responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez quand on est dans une résidence où on accueille des personnes autonomes et des personnes avec de légères pertes d'autonomie? 30 secondes, M. Plamondon, s'il vous plaît. C'est difficile pour moi de me prononcer spécifiquement. Je n'ai pas assez de documentation. J'ai la prudence que m'invite le président de me prononcer sur un détail d'un événement, là, comme juriste. J'aurais besoin de plus d'éléments pour porter un jugement définitif. Mais vous avez raison, c'est inquiétant. Maintenant, qu'est-ce qui aurait dû être fait, qu'est-ce qui devrait être fait de façon générale? C'est la conformité à la loi, au règlement ou aux certifications.
Merci, M. Plamondon. Là-dessus, ça met fin à cette partie. J'aimerais remercier l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées pré-retraitées, M. Plamondon, M. Boivin, Mme Duguay. Merci pour votre présence, vos réponses, votre transparence. Et je vais suspendre quelques instants afin de permettre aux représentants du réseau FADOC de prendre place.